à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Entrecase. On a un cadre particulièrement beau, faut dire qu'on est à Saint-Malo. Oui, on vous a concocté une émission spéciale à Quai des Bulles. Et comme vous l'avez vu, je ne suis pas seule. Bonjour Laurent Giannati. Salut Emma. Il a traversé l'écran pour venir nous rencontrer. Notre partenaire BDGest est avec moi, donc on va être tous les deux pour vous présenter cette émission avec au programme de très très belles rencontres. On va commencer avec Clément Breury dans un instant. C'est lui qui signe l'affiche cette année, qui a une exposition, qui fait un spectacle, donc il est vraiment à l'honneur. C'était l'occasion de lui donner la parole. On ira ensuite voir Marguerite Aboué et Mathieu Sapin. Alors voilà, il y a une filiation directe, on vous laisse deviner laquelle. Et puis, alors le coup de cœur de Laurent cette semaine, c'est qui ? C'est Imbattable de Jousselin. Voilà. Chez Dupuis. Imbattable, c'est son nom. Pascal Jousselin sera également parmi nous. Et puis alors moi j'ai eu un gros coup de cœur pour Léa Mazet, une jeune autrice qui a une double actualité actuellement. On en parlera avec elle, elle est du coin. Donc on s'est dit allez, allons parler à la jeunesse. Et bon écoutez, on espère vous avoir concocté une très très belle émission. Il y aura aussi des images des autres expositions. Voilà, une visite de Quai des Bulles, comme ça. On est parti ? À tout de suite. Allez. Bonjour Clément Breury. Bonjour Emmanuel Klein. C'est un peu vous la star de ce festival, vous avez signé l'affiche, vous avez une exposition, vous allez même faire un spectacle. C'est le Clément Breury Show à Saint-Malo. J'espère que je ne suis pas un invité encombrant, Non. celui qui réapparaît par la fenêtre quand on l'a mis dehors par la porte. Voilà, donc c'est vrai que je me suis un peu étalé, je suis désolé. Non, mais c'est vrai que si vous êtes le bienvenu, puisque si vous faites l'affiche, c'est parce que vous avez eu le prix l'an dernier, donc c'est parce que les gens vous aiment et on est content de vous avoir ici. Ah bah, tant mieux, j'aime les gens, surtout ceux qui m'aiment. Non, j'aime tous les gens, même ceux qui m'aiment pas. Et donc c'est l'occasion dans cette exposition de découvrir vos pages, qui sont en très grand format. Certaines, moi j'imaginais pas que vous travailliez aussi grand. Alors en fait, ça dépend des fois, mais généralement c'est très grand, ça permet d'avoir des gestes beaucoup plus amples, ça permet d'avoir davantage de détails, et voilà, c'est un vrai plaisir de travailler en grand, ça permet quand même de s'immerger davantage dans les images et dans les histoires. Ma première bande dessinée c'était Aya, et j'étais sur des formats A3, et c'était assez classique avec un gaufrier très classique, et ensuite j'ai eu Pablo. Et Pablo, l'idée c'était comme c'était sur un peintre, c'était de faire des images individuelles pour chaque case, comme si c'était des petits tableaux, et d'utiliser les outils de l'époque dans les académies d'art, donc le fusain, le crayon, et donc tous les originaux de Pablo, même si le rendu final est à l'encre, sont pour leur majorité au dessin, au crayon. Et alors là, on se voit notamment, parce que vous avez comme une double actualité en cette rentrée, citons Meurtre en Abyssinie, où là, alors on va partir en 1930, sur les traces d'un archéologue. Alors, vous avez donné le titre d'une aventure de René Stone qu'on découvre sur la couverture, qui est une romancière, mais c'est plus l'archéologue finalement qui nous intéresse, puisque c'est sur ces traces de sa famille qu'on va le suivre. On en parlait il n'y a pas si longtemps dans une émission précédente à l'occasion de l'exposition au Louvre actuellement, l'archéologie en bulle, qu'il n'y avait pas d'archéologue vraiment héros de bande dessinée. Bah si, le voilà, ça y est. Ben oui, c'est vrai qu'on est sorti un peu tard pour le Louvre, mais il y a un héros, enfin il y a deux héros en fait, et c'est un binôme. Hein. Et même le binôme n'est pas évident parce qu'il y a aussi énormément d'autres personnages. Tous ces personnages sont des personnages de fiction. Là, on est vraiment on s'est fait plaisir, on est dans l'aventure, on a envie de visiter le monde des années 30. Donc pour l'instant, on démarre en Éthiopie et on va aller vers l'Irak et la Syrie. Et l'idée, c'est vraiment de se faire plaisir et en même temps de parler de l'invention de la littérature, donc les tablettes assyriennes qui sont les premières traces écrites de l'humanité. Et donc il y a un double jeu parce que évidemment avec Julie Birman, la scénariste, avec elle, rien n'est jamais totalement anodin. Et derrière cette fantaisie, c'est un peu une fantaisie, il y a une année de recherche très sérieuse et très scientifique sur le sujet. Donc ça permet en même temps d'apprendre aussi l'histoire de la Syrie dans le prochain épisode, là de l'Abyssinie et on remonte aux empereurs de 1830. Voilà, donc en même temps on essaye d'évoquer des faits réels et peu connus. Et en même temps, on a une vraie enquête policière avec une héroïne un petit peu à la Miss Marple qui se serait croisée avec Indiana Jones. On est sur un fond historique avec des faits réels, enfin voilà, un fond totalement crédible et des personnages de fiction. C'est à se demander justement ce qui est vrai, ce qui est faux, ce que vous avez gardé ou inventé. Voilà, c'est après au lecteur curieux de s'en informer. On met une petite note à la fin pour faire ressortir ce qui est vrai ou pas. Et chaque personnage a été inspiré de personnages réels. Par exemple, Henri de Frick
est très inspiré d'Henri de Montfred, qui était donc cet aventurier qui a beaucoup œuvré dans le trafic d'armes sur la mer Rouge. Voilà, chaque personnage, on a Graham Gray qui évoque Graham Greene, etc. Non mais c'est une récit d'aventure, voilà, avec un fond d'histoire familiale de Pomplot, on ne sait pas trop qui tire les ficelles. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est un premier tome très engageant. Julie Berman, vous aviez travaillé avec elle sur la série Pablo, qui pour le coup était une vraie biographie, probablement un petit peu romancée, mais en tout cas très, très documentée. Là, vous avez plus de liberté, on sent que vous faites plaisir avec cette série-là. Voilà, même si on fait de la BD, on aime sortir des cases, et comme on nous a mis dans la case bio, puisque pour moi c'est même pas vraiment des bios, c'est des portraits, et puis c'est très subjectif, là on sort complètement des clous, et on fait un truc qui est quand même très différent. Alors, en parlant de différent, l'autre actualité, je disais que vous aviez une double actualité Clément Breury. Celle s'appelle Cyberfatal. Ça vient de paraître chez Rue de Sèvres. C'est signé. Alors le scénariste, c'est pas nous. Voilà. Parce qu'on peut pas dire qui c'est. Il est courageux, le scénariste s'appelle C'est pas nous. Donc c'est un collectif en fait, c'est 3 scénaristes. Et parmi eux, il y a La Source. Et La Source, c'est quelqu'un qui est au cœur du ministère de la Défense, spécialisé dans la cyberdéfense. Et cette personne avait envie de raconter la vie quotidienne au sein de ce service. Et elle n'avait pas envie de le faire sous une forme très classique et probablement un peu ennuyeuse, mais elle avait envie de la bande dessinée, même si c'était pas son habitude. Et nous, on l'a transformé en histoire vraiment humoristique. Voilà, l'idée. Il y a de l'humour, mais en vrai, il y a un vrai fond là aussi, crédible. On est dans la réalité quand même on est au ministère des Armées, au sein de la cyberdéfense. Enfin voilà, on y croit. Moi, j'étais plongée dans votre récit, j'y ai cru du début à la fin. Vous avez raison d'y croire parce que tout est vrai. Enfin, c'est de la fiction, mais en même temps, c'est vrai. Il y a des scoops dans ce livre parce qu'il y a des endroits qu'on montre qui sont des endroits secrets où seul le président de la République a le droit de se rendre. Par exemple, le niveau -1 du Balargone, qui est la salle de commande cyber de la France. Mais pardon, je vous coupe, mais ils vous ont emmené pour pouvoir la dessiner? Ils vous ont raconté comment ça se passe pour vous? Je peux pas y aller, donc on me l'a raconté, et puis à partir d'autres endroits, je l'ai reconstitué. Voilà, il y a d'autres scoops, on révèle des vraies infos qui sont peu connues, comme le virus APT28, c'est pas de ma faute s'il s'appelle comme ça. Et donc on rentre vraiment dans les coulisses de la cyberdéfense, mais surtout on se fait plaisir et on fait une histoire qui est quand même qui est drôle et qui est sur un ton très très burlesque un petit peu. Oui, mais encore une fois, passionnant. Moi, j'ai adoré imaginer que, en tout cas, effectivement, on se doute bien que l'enquête sur laquelle il travaille est fausse, ou en tout cas, mais encore une fois, on est dedans, quoi. Vous avez eu envie de nous faire plonger dans cette histoire secrète, quoi. L'agent secret, Clément Breury. En fait, au départ, je devais même pas faire ce livre, mais comme je connaissais les scénaristes et au fur et à mesure que je lisais le scénario, j'ai fini par craquer. Et alors que j'avais déjà 2 séries en cours, puisque j'ai aussi Voltaire Amoureux qui est une série en cours. Je me retrouve avec 3 séries en cours. Oui, parce que c'est à suivre, vous allez continuer. C'est que des séries, tout ça. Et bon, là, c'est des séries avec des épisodes finis, que ce soit René Stone ou celui-ci. Et Voltaire, par contre, j'ai un projet plus global. Et là, il y aura 4 ou 5 volumes. Écoutez, à suivre, comme on dit dans les bonnes BD. Merci Clément Breury. Merci beaucoup. Notre périple dans les expositions de Quai des Bulles et on est maintenant avec Marguerite Aboué et Mathieu Sapin pour cette série Akissi, donc un lien direct avec Clément Breury qui avait dessiné Aya Diopogon. Aya Diopogon, c'était votre série, mais qui mettait en scène tout plein de personnages imaginatifs. Akissi, c'est quand même beaucoup plus de vous, Marguerite. Oui, Akissi, c'est plutôt ma bêtise d'enfant et oui, c'est Aya. Non, Aya, c'est une sœur, une cousine. Un peu la grande fille que j'aurais aimé être si j'étais restée en Afrique. Mais en fait, non, Akissi, c'est vraiment moi. Oui. Vous vous rappelez Mathieu Sapin, quand elle est venue vous chercher pour dessiner cette série, elle vous a dit « Je voudrais raconter ma vie en BD » Oui. Je me rappelle, c'était chez Gallimard, chez l'éditeur
de Aya et d'Akissi. Et puis, non, une première fois, c'était sur un festival. Je me rappelle, tu m'avais dit oui, on aurait peut-être une idée. Oui, c'est vrai. On voulait te parler d'un truc, mais je ne savais pas quoi. Et donc, j'étais très enchanté, honoré qu'il pense à moi pour Akissi, pour dessiner Akissi. Et alors là, on découvre dans cette exposition des photos de vous enfants, preuve que oui, vraiment, c'est elle. C'est pas une fake news. S'il y avait un doute. Et c'est vrai que dans les photos, je suis souvent habillée. Et parce que jamais on nous faisait des photos avec à pieds nus, tout ça, c'était pas possible. Ma mère n'acceptait pas que je sois photographiée comme j'aimais en fait. Et c'est peut-être pour ça que je fais la gueule dans toutes les photos parce que là, on m'obligeait à m'habiller, on me tirait les cheveux, enfin tout ce que j'aimais pas. Oui. Alors qu'en vrai, Akissi, elle est comme ça, elle se Akissi, trimballe. Dans la BD, c'est comme ça, mais c'était comme ça en vrai. Mais c'est comme ça en vrai, surtout que c'est pas parce que j'avais pas de chaussures, on a des chaussures. C'est juste parce que pour jouer au foot, c'était plus sympa quand même de ne pas avoir de chaussures. Ouais. Mais ça veut dire que vous êtes allé par exemple en Côte d'Ivoire ou vous avez effectué uniquement votre travail sur ces photos, sur ces images, sur ces souvenirs? C'est un mélange des deux. Moi, j'ai travaillé beaucoup d'après-documentation, mais aussi je suis allé avec Marguerite à Abidjan. Voilà, elle m'a montré un peu les dessous de la ville. Donc je m'en suis inspiré, mais la série Akissi n'est pas spécifiquement liée à la Côte d'Ivoire, c'est vraiment l'Afrique de l'Ouest. Contrairement à Aya. Voilà, contrairement à Aya qui est beaucoup plus documenté. Donc c'est un espèce de mélange, mais on aura du mal à trouver dans Akissi, je pense, des rues exactes ou des monuments d'Abidjan. Non, c'est vrai que c'est une série jeunesse, donc avec de l'humour, avec voilà, des petites histoires courtes d'ailleurs dans cette histoire. Là, c'est un nouveau tome, c'est le 8e déjà, qui raconte donc la vie d'Akissi, mais sauf que là, elle va devoir partir en France. Oui. C'est pas la meilleure nouvelle pour elle. Non, mais qui accepterait de venir en France dans un pays où il fait froid, où quand on fait pipi, le pipi se gèle sur place tellement il fait froid. Non, mais bien sûr. C'est ce qu'on racontait. Voilà, c'est ce qu'on racontait et que les Français vivaient avec des ours, vous savez, pour se protéger du froid. Mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je ne voulais pas venir. Et en fait, ça aussi c'est votre histoire, on vous a dit vous allez devoir partir en France. Comme ça, oui. Je pense que mes parents se sont débarrassés de moi tellement je faisais des bêtises, je pense que c'est ça. Non, mais pour de vrai. Et d'ailleurs, cela dit, il y a un truc super à la fin, il y a un bonus avec les doubles cartes. Une carte de la Côte d'Ivoire, une carte de la France, où on voit ce qu'on mange, les différences, etc. C'est votre histoire, c'est vous qui aviez raconté ça. Moi, j'ai trouvé ça super comme bonus, c'est un vrai bon bonus d'histoire. Oui, c'est mes filles qui ont dessiné en plus. Donc, oui, je les ai mises à contribution. Mais l'idée, oui, c'était de montrer les différences culturelles. Moi, ce que j'aime beaucoup avec la série Akissi, c'est que, oui, ça se passe en Afrique, mais en même temps, ça raconte des histoires qui peuvent parler à tous les enfants. Et je pense que c'est aussi un des ingrédients du succès de cette série, c'est que c'est très universel, ils font tous des bêtises et puis ils ont tous un peu tous les enfants se ressemblent. Donc je pense que quand les enfants parlent d'Akissi, ils n'en parlent pas forcément comme une petite fille africaine, mais comme de leur copine, quoi. Mais cela dit, vous pourriez travailler à l'Office du tourisme de la Côte d'Ivoire, parce que quand même dans vos séries, finalement, vous donnez envie d'aller découvrir ce pays. Mais moi, je pense que le guide du routard, il faut pas. Sur la Côte d'Ivoire, faut même pas essayer de l'acheter, sinon on n'y va pas. Alors il faut prendre les Akissi, les Aya, et puis y aller. Donc juste que ces deux pays, enfin ces deux cartes, c'est vraiment c'est moi, j'ai une identité multiple et j'aime autant le saucisson que le kejenou au poulet. Et c'était important de partager en tout cas cette culture-là avec les enfants d'ici et de là-bas. Et donc c'est important de leur dire, voilà, il y a deux pays, mais voilà ce que on mange là-bas, voilà ce qu'on mange ici. Et vous pouvez les manger aussi. Les cuisses de grenouille, par contre, non, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai que vous vous sentez un rôle un peu d'ambassadrice de votre pays, de vos origines. Oui, un peu trop d'ailleurs. Parce que quand je vais en Afrique, justement, j'ose les critiquer. Mais c'est vrai que quand je suis ailleurs, je ne permets pas qu'on parle trop mal de ce continent. Écoutez, vraiment, éventuellement, si vous ne connaissez pas encore, découvrez Akissi, pour les petits, pour les grands. Moi, j'adore. C'est vous dire si ça marche. Merci, bravo Marguerite Aboué et Mathieu Sapin. Merci. Alors on a quitté le palais du Grand Large pour prendre le large, pour prendre l'air, parce que Laurent, vous aviez envie de rencontrer quelqu'un. Oui, Emma, est-ce que tu connais Imbattable ? Ouais, moi j'adore. Et vous ? On va aller voir Pascal Jousselin. C'est un héros qui traverse les cases et effectivement c'est le deuxième album qui vient de sortir, on va le voir tout de suite. Go.
Bonjour Pascal. Bonjour. Donc on est à Saint-Malo devant un superbe bateau qu'on peut voir juste derrière, aux couleurs d'ailleurs d'Imbattable. Merci d'être là pour nous parler un petit peu d'Imbattable et évidemment du deuxième tome qui est sorti il y a quelques semaines. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter Imbattable ? Qui est Imbattable ? Alors Imbattable, c'est un personnage qui est né dans les pages du journal Spirou et qui est publié dans ce journal depuis 2013. Et c'est un super-héros qui a la particularité d'être un super-héros de bande dessinée au sens littéral, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir qu'il ne peut exercer qu'en bande dessinée. Alors vous avez présenté effectivement 2 planches en 2013 chez Spirou. Est-ce que vous imaginiez 5 ans après en faire 2 albums ? Non, en effet, vous êtes bien renseigné. C'est vrai que les 2 premières planches d'Imbattable, je les ai faites de manière instinctive. C'est seulement une fois que je les ai faites que je me suis dit tiens, peut-être que ça pourrait intéresser Spirou, je n'ai rien à perdre d'essayer de leur envoyer. Et chemin faisant, voilà, j'ai continué tant que j'ai eu des idées, mais au début je pensais même pas réussir à faire un album. Si Spirou n'avait pas accepté ces 2 premières planches, je ne l'aurais jamais démarché ce projet en tant qu'album, j'aurais laissé tomber je crois. Alors comment justement parvenir à se renouveler ? Est-ce qu'il faut ajouter des personnages secondaires, des super vilains, ou un petit peu comme un personnage comme Chromaline dans le deuxième tome ? Comment on parvient chaque fois à trouver de nouvelles idées ? Alors en effet il y a plusieurs choses. Une des manières de ne pas tourner en rond, c'était de ne pas se limiter au gag en une page, d'avoir des aventures de pagination variables pour pouvoir faire des choses plus complexes. Et en effet le second point ça a été de faire rencontrer à Imbattable des personnages ou des adversaires qui eux aussi avaient des pouvoirs qu'ils ne pouvaient exercer qu'en bande dessinée. Alors c'est quand même parfois super complexe de suivre Imbattable sur une planche. Comment vous parvenez en fait à ce que tout fonctionne ? Est-ce que vous relisez la planche plusieurs fois ? Est-ce que vous la faites lire à du monde autour de vous pour bien voir que ça marche ? Non, à part mon éditeur, non, j'ai l'habitude. C'est un peu, finalement ça paraît complexe de loin, mais c'est un peu comme des gags quand on fait des... Rapidement je passe au storyboard, à l'étape du storyboard, j'écris le scénario en même temps que je le dessine, et assez rapidement, une fois que le storyboard est fait, un storyboard assez poussé, on se rend tout de suite compte de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. J'ai mon rédac chef, qui est mon éditeur aussi, Frédéric Niff, qui était rédac chef à l'époque où je suis rentré chez Spirou, qui est mon premier lecteur, et puis voilà, à nous deux, on a le director's cut. Alors que vous apportez justement la prépublication dans le journal Spirou ? Est-ce que ça vous a amené plus de lecteurs ? Est-ce que ça vous a permis de tester un petit peu auprès de jeunes lecteurs ce que ça donnait, si ça marchait ? C'est difficile à dire avec le recul, mais ça m'a permis de toute façon de développer cette série à laquelle, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne pensais pas faire plus de 10 pages. Et surtout de faire les choses à mon rythme. Dupuis et Spirou ont été très à l'écoute de ce que je leur demandais. Ils m'ont laissé libre des paginations de mes aventures, et puis ils m'ont laissé aller à mon rythme. Pour moi, c'était la condition sine qua non pour que tout se passe bien, et le deal, c'était je fais des histoires tant qu'il me reste des idées. On a vu dans le tome 2 une histoire d'une quinzaine de planches avec Chromaline. Est-ce qu'on peut imaginer dans le futur un Imbattable où il n'y ait qu'une seule histoire ? J'arrête de faire des pronostics sur cette série, donc j'aurais tendance à dire non, mais en fait, je ne sais pas. En fait, que l'histoire avec Chromaline, elle aurait pu être un petit peu plus longue. C'est moi qui me suis contraint à essayer de faire rentrer ça en 15 pages pour que dans l'album ce ne soit pas déséquilibré, parce que je savais qu'elle serait dans le tome 2, donc je voulais pas qu'on se retrouve avec une histoire qui dépasse un tiers de l'album. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il y aura bien un 3e tome ? Il y aura bien un 3e tome. Je continue à faire des histoires qui vont être prépubliées comme d'habitude au fur et à mesure dans le journal Spirou. Et je sais que j'ai assez d'idées d'avance pour remplir un 3e tome. Maintenant, voilà, les idées ou les astuces des prochains adversaires d'Imbattable, je les ai, mais la difficulté maintenant, c'est de trouver une manière intéressante et raccord avec l'univers d'Imbattable pour raconter tout ça. Donc ça va prendre... je me suis engagé verbalement, donc ce sera
j'ai rien signé, donc ce sera peut-être plus tard, mais a priori, j'essaye de faire un tome 3 pour avril 2020, 2 ans après le tome 2. Et merci Pascal, donc rendez-vous en 2020 pour le 3e tome. J'espère, oui, merci à vous. Bon, il est très sympa ce Pascal Jousselet. En plus, il a dessiné en plein vent, ce qui est quand même un record, imbattable. Il est comme son personnage. Ça, exactement. On va maintenant aller voir une jeune auteure. Alors, Pascal, il est breton, mais alors il y a une autrice qui s'appelle Léa Mazet. Elle est bretonne elle aussi. J'ai découvert tout récemment ce livre et j'avais envie de partager ça avec vous. Vous m'accompagnez, Laurent? Bien sûr, tout de suite. Allez. Nous sommes maintenant avec Léa Mazet, double actualité pour cette jeune fille. Les Crocs, elle est autrice complète sur ce livre aussi. Et Elma, une vie d'ours, c'est avec Ingrid Chabert, 2 très très jolis livres jeunesse. Bonjour Léa Mazet. Bonjour. On va parler avec vous de cette double actu de rentrée. Cela dit, vous êtes un peu notre artiste locale. Vous êtes rennaise, donc oui. Bretonne. Donc vous avez toute votre place dans cette émission dédiée à Quai des Bulles. Bienvenue. Merci beaucoup. Et pourtant, vous avez collaboré avec Ingrid Chabert, qui elle est dans le sud de la France. Donc en bande dessinée, tout est possible, même de la Bretagne. Oui, tout à fait. Oui. Internet rend beaucoup de choses possibles. Alors cette double actualité, ça sort en même temps, mais j'imagine que forcément vous avez pris du temps pour les faire les uns derrière les autres. Donc parlons d'Elma parce que c'est arrivé en premier. Cette collaboration avec Ingrid où elle a imaginé cette jeune fille, Elma, qui vit avec un ours. On pense au livre de la jungle, mais pas que. Racontez-moi. Alors oui, en fait Ingrid m'a proposé cette histoire et ce qui m'a intéressée c'était surtout la relation entre le papa ours et Elma, cette petite fille intrépide et très joyeuse et du coup voilà la relation, la complicité qu'ils peuvent avoir et notamment dans ce voyage semé d'embûches et donc comment ils évoluent tous les deux côte à côte voilà et donc avec un secret qui peut poser problème justement dans une relation jusqu'ici de confiance. On ne dit pas tout, et de toute façon, on ne sait pas tout parce que c'est en 2 tomes. Donc de toute façon, voilà. Il faut savoir ce qui va arriver à Elma. Mais évidemment, et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de vous recevoir dans cette émission aujourd'hui, c'est magnifique. Il y a de très 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 belles pages. Enfin, vraiment, il y a une très jolie histoire. Mais ce qui frappe en premier, et c'est important quand on ouvre un livre, c'est le dessin. C'est quand même, vous êtes un peu archi-doué, c'est sûr. Merci. Je ne vais pas me qualifier comme ça. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces dessins, à faire ces planches. C'est mon premier gros album, on va dire, en couleur traditionnelle uniquement. J'ai travaillé sur papier coloré avec de la gouache, de l'encre, du crayon de couleur. Et donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ces pages. C'était très reposant aussi de dessiner de la forêt, de la nature, etc. Tout ça, c'est des thèmes qui me parlent. Et des animaux qui parlent, parce qu'il y a l'ours, donc le fameux papa ours d'Elma, mais il y a tout plein d'animaux qu'on croise. C'est pas évident, je connais plein d'auteurs qui n'aiment pas dessiner les animaux, oui. Certains sont pas forcément faciles à capter, il y a des attitudes, qui sont, on va dire, ils parlent, ils sont humanisés, mais pourtant, voilà, on est dans un univers qui n'est pas forcément très familier. Oui, tout à fait, mais même pour moi, en fait, c'était compliqué. Je dessine pas trop d'animaux, même dans mes carnets ou ce genre de choses. Donc, pour l'ours, j'ai dû faire pas mal d'études de croquis pour l'anatomie de l'ours, même si j'ai stylisé aussi le personnage, mais j'avais besoin d'avoir cette partie de documentation quoi et puis après pour le reste à chaque fois j'essayais de bosser un peu les personnages, c'est moins évident pour moi que des personnages humains en tout cas. Alors écoutez, en revanche, moi j'ai beaucoup aimé ça, donc vraiment je le recommande. Et puis alors, on va parler des Crocs. Les Crocs, c'est votre série, parce que alors c'est une trilogie, a priori, c'est un tome 1, une nouveauté. Vous faites tout. Oui. Scénario des 5 couleurs, dans un graphisme très différent. Oui. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'animaux du tout. Ces 2 petits personnages, Céline et Colin, sont frères et sœurs, frères jumeaux, oui. Et ils vivent dans un cimetière. Alors aussi, j'imagine pas que c'est un univers très familier. Non, mais quoique. Mes parents, leur maison est en face d'un cimetière et d'une marbrerie, donc je pense qu'il y a forcément eu un peu d'influence là-dessus. Et à l'occasion, quand je vais voyager, j'aime bien découvrir les cimetières un peu à l'étranger. Je trouve que c'est un endroit assez original. Et donc, finalement, c'est presque un peu familier.
Parce que là, moi, à part les Six Feet, la série Six Feet Under, c'est à peu près tout ce que je connais. Parce que là, ses parents sont leurs parents, sont croque-morts. Donc, ils sont employés des pompes funèbres, ils ont leur marborie, enfin, tout est sur place, dans le cimetière. C'est pas facile pour ces deux enfants de vivre dans un univers pareil. Et c'est précisément ce dont il est question dans ce livre-là, c'est qu'on les découvre dans leur univers familial, mais à l'école, où ils font l'objet de moqueries permanentes, parce qu'on les traite de fils d'enfants de croque-morts. Voilà, ils n'ont pas une vie facile, ces deux enfants que vous avez mis en scène dans ce livre-là. Oui, c'est vrai, c'est ce qui m'intéressait à la base. C'était comment est-ce que dans l'univers funéraire et des obsèques qui imposent vraiment une sobriété, une certaine retenue, etc. Comment est-ce que des enfants qui sont à peu près tout l'inverse de ça peuvent évoluer et qu'est-ce que ça implique eux pour leur vie. J'ai bien aimé justement traiter le regard de Céline et Colin, comment est-ce qu'ils perçoivent ça, ce qui leur arrive, ce qui est injuste, qui est vraiment de la stigmatisation pure et dure pour une profession de leurs parents alors qu'ils n'ont rien demandé à personne. Donc voilà, c'était un peu toutes ces questions-là qui m'intéressaient et de voir comment est-ce qu'ils peuvent essayer de s'en tirer en fait de ça. Non, mais vraiment, c'est bien vu. Ils sont collégiens, et donc on a leur vie à l'école, leur vie à la maison, leur vie dans le cimetière. Oui. On a vraiment 3 lieux où se suit l'histoire. Et on est parti sur une trilogie, parce qu'il y a 2 tomes qui sont annoncés à la fin. Donc vous avez écrit votre histoire en entier. Il y a je ne vais pas vous demander si c'est un happy end, mais en tout cas, vous avez tissé votre fil jusqu'au bout. Oui, tout à fait. L'écriture a mis pas mal de temps à se faire parce que justement, je pense qu'il y avait vraiment ce besoin d'écrire la trame, même si pas forcément extra précisément, mais en tout cas que tous les éléments soient vraiment présents pour équilibrer chaque tome, pour que l'histoire se tienne bien, qu'il n'y ait pas d'incohérence d'un tome à l'autre. Et comme c'est un polar, justement, de vraiment utiliser cette trilogie pour avoir des effets de suspense, de révélation, d'indices, de pistes et tout ça, et que au final le lecteur aussi puisse se saisir des éléments que je mets dans le livre pour pourquoi pas lui-même essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc oui, c'était vraiment hyper important de faire ce travail-là, et donc ça a pris du temps. Ça a vraiment pris pas mal de temps de retravail à chaque fois. Enfin, voilà, ça a été un affinage assez long du scénario. Écoutez, vous avez raison de le dire, effectivement, je ne l'ai pas encore dit, c'est une enquête, les enfants trouvent des indices et on va les mettre bout à bout pour, a priori, trouver un trésor. Écoutez, il faudra aller jusqu'au bout pour tout savoir. Ça s'appelle Les Crocs, c'est paru aux éditions de la Gouttière, ou Elma chez Dargaud, une double actualité pour Léa Mazet. Vraiment, voilà, on était ravis de vous rencontrer et de faire partager ça à nos téléspectateurs. Merci encore Léa et bravo. Eh ben, merci à vous et à une prochaine. Eh ben alors c'est presque fini. Merci Laurent vraiment de m'avoir accompagné aujourd'hui. Je suis hyper contente. On a fait un beau duo, une belle émission j'espère. Merci Emma. Bah oui, c'était le plaisir de partager ce micro aussi. On se quitte sur la plage, bah oui, parce que vraiment, c'était une belle émission, une belle édition de Saint-Malo. Je vous invite à aller sur le site Quai des Bulles pour voir tous les lauréats, parce qu'évidemment, on remet des prix dans ce festival aussi. Et puis, sur la page YouTube, vous savez, si vous mettez des petits pouces bleus, on adore. Ça veut dire que vous nous aimez, que vous avez aimé l'émission, ça nous fait plaisir. Sur le site de BDJ, évidemment, aussi, notre partenaire, vous pouvez voir l'émission. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook, sur Twitter, voilà. Et enjoy entre cases partout, all over the world et on the web. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci encore Laurent, à très vite. À très vite. Et merci à Nicolas qui réalise cette émission et qui nous propose toujours de très très belles images. À très bientôt, bye bye.